Vous le reconnaissez? Et oui, Olivier est venu nous présenter sa Eterna Kontiki célébrant le radeau de Thor Heyerdahl. Son idée aujourd'hui n'est pas de radoter sur le sujet, mais plutôt de nous présenter la marque Rado sous la forme de 4 modèles qui illustrent l'histoire de la marque. Une fresque horlogère, sûrement aussi poétique que le radeau de la Méduse de Géricault. Vous l'avez compris, qui en parle le mieux? Un client, évidemment. C'est parti pour de nouvelles aventures de petites radeaux entre amis. Salut Olivier, ça va? Salut Xavier, content de te revoir. Eh bien moi, c'est moi qui suis content de te revoir. Les amis, on s'était dit, on va aller enregistrer cet épisode au Louvre, devant ce monument de la peinture, le radeau de la Méduse de Géricault, 4 mètres de haut, 7 mètres de large. Et là, on s'est dit quand même, avec nos micro-montres en combien, 34, 36, 38, 40, je ne sais pas, ça allait pas le faire, quoi. T'es déjà allé voir le radeau de la Méduse au Louvre? Oui, j'y vais régulièrement au Louvre. Ouais, les amis, bon, écoutez, on n'est pas dans le sujet, mais on va quand même enchaîner. 4 radeaux, t'es chaud, hein? Ben, en plus, je les ai achetés dans la continuité. On va se régaler, les amis. Première fois que Rado passe sur la chaîne, ouais. Olivier. D'ailleurs, je t'avais fait un message en ce sens, c'est-à-dire pas de Rado. Donc, est-ce que tu étais prêt à accepter Eh oui, les amis, vous savez bien que l'objectif, c'est de découvrir des modèles. Et puis, on est finalement, même si je ne l'ai pas dit, dans un petite montre entre amis le retour. Puisque Olivier est également venu avec sa Seiko Paddy. Il a le pied marin, les amis. Alors, Rado, l'encre et tout ça. Il nous raconte tout ça. Tu démarres avec laquelle? Je vais démarrer avec la Rado Original Diver. Ouais. Elle est où? Elle est à mon poignet. Voilà. Fais voir. Ouais, je te la montre. Elle est belle bête, hein? Ouais, elle est... Est-ce que tu me permets de l'essayer? Ouais. Je suis venu avec une montre qui a le pied marin. Pas de problème. Tu veux la voir? Ouais. Tiens. Extra plate. Ouais. Ouais. Omega Constellation, les amis, marine, bien belle. Ça m'a pris pas loin d'1 an pour réussir à la faire fonctionner et trouver quelqu'un qui savait bichonner le calibre 1332 de chez Omega, c'est le cas. Donc je te laisse la porter. Effectivement, là, on n'est pas du tout dans le même domaine. Je ne me souviens plus de la taille du poignet. Tu n'arriveras pas à fermer le deuxième. Aïe. En fait, ça se ferme d'abord là, mais tu n'arriveras pas. J'y arriverai pas? Non. Puis il n'y a pas de micro-réglage à la Rolex. Aïe. Mais ça coûte moins cher. Oui. Combien ça coûte une Rado comme ça? Alors neuve, elle valait dans les 1500. Oui. C'est un modèle qui se fait plus. Hein. Oui. Et aujourd'hui, on la trouve autour de 1000 €. Ok, donc là, ce modèle, c'est un Diastar, c'est ça? Alors, elle n'est pas siglée Diastar, mais elle est appelée Rado Original Diver ou Rado Diastar Original Diver 300. Voilà, ouais. Okay. Donc on peut dire que, de toute façon, c'est une évolution de la Diastar par rapport à sa forme. Ok, ça c'est la plus récente de toutes celles que tu as? Oui. C'est ça? Ok, oui. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Je l'ai acheté il y a quelques mois. D'accord. Je dirais il y a 3-4 mois. Ouais. Donc elle a une caractéristique originale, c'est qu'elle a deux couronnes. Oui. Hein, donc j'imagine que celle à 3 heures, c'est le réglage classique, oui. Heure-minute, date. Oui, du mouvement 28-24. 28-24 ? Ouais. Ok. Parce que c'est une marque qui appartient au Swatch Group. Du coup, ils sont fournis Tout à fait. En mouvement. Tout à fait. En mouvement ETA. J'ai découvert, les amis, en préparant cette émission, que tu sais combien ils fabriquent de montres, Rado? Enfin, ils fabriquent combien ils en vendent? J'ai vu récemment une vidéo YouTube de quelqu'un qui parle de Rado et qui disait 500 000 montres par an. Oula! Ouais. T'es sûr? C'est ce qu'il dit. Il dit qu'ils ont doublé de volume en 10 ans. Ok. Alors les dernières stats que j'ai lues, qui sortent des déclarations des entreprises labellisées Swiss Made, il y en a 165 000, tu vois. Donc c'est intéressant comme décalage. Franchement, j'ai pas vérifié. Et ça classait Rado, alors pas sur le volume, mais en valeur, à la 20e place, tu vois, du Swiss Made, ce qui est assez paradoxal. C'est-à-dire 20e.
Il y a à peu près 300 marques, les amis, dans le Swissmed. 20e pour une marque qui n'est pas complètement inconnue, mais qui a une image qui est un petit peu floue, quoi. Après, peut-être que les 500 000, c'est peut-être la production. Peut-être toi, tu parles peut-être en termes de vente. Donc peut-être. Wow. Voilà. Je ne sais pas, hein, mais voilà. Les amis, s'ils fabriquent 500 000 montres et qu'ils en vendent 165 000, ça ne va pas aller loin. Ouais, tout ça, c'est pas très grave. Ouais. Elle a un look 70s. Très 70s. Ouais, avec cette lunette oblongue complètement tout à fait, ovale. Tout à fait. Ovale, ouais, qui a été utilisé par beaucoup de marques. Ce style-là, notamment celle qui me vient le plus à l'esprit, c'est l'Omega Flightmaster, oui. Qui a un peu style Star Wars. Là, tu te dis, là, t'as un trooper qui arrive avec un casque comme ça. Ouais, alors, justement, cette lunette-là, elle est comment? Sauf que justement, j'allais y venir, c'est que cette lunette, c'est la seule marque qui la fabrique en carbure de tungstène. Ouais. Donc un matériau ultra résistant, donc 2600 Vickers contre pour l'acier 300 Vickers, donc inrayable. Ouais. Et c'est un concept qu'ils ont mis en place dès 1962 avec la première Diastar originale. Vickers, c'est l'échelle de dureté. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Et la matière, le matériau terrestre, c'est le diamant, qui est donc le matériau le plus dur. C'est ça. D'ailleurs, il a combien de Vickers? Tu sais ça? Le diamant, je crois 10 000. 10 000, ok. Et d'ailleurs, Rado a sorti une montre en 2002. Je ne sais plus son nom, je sais plus exactement son nom, mais elle est faite en diamant synthétique. Okay. Toute la montre est faite en diamant synthétique. Elle est dans le Guinness des records pour être la montre la plus solide au monde. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à Rado, justement, au sens large, au-delà de ce modèle-là? C'est t'es un fan des matériaux et donc de l'innovation dans le domaine. Et c'est vrai que là, c'est 62, c'est ça, la première Diastar. 62. Ça, c'était il y a très très longtemps maintenant, au regard de l'histoire horlogère, même si elle est bien plus ancienne. Mais aujourd'hui, l'innovation dans les matériaux, c'est un peu, un peu de la... Oui. Je vais dire pas de la poudre de perlimpinpin, les amis, je veux me fâcher avec personne, mais toutes les marques qui sont allées de leurs trucs en titane, en trucs, en machin, en céramique, en biocéramique, les amis, la fameuse Moonswatch, en acier comme ci, en acier comme ça. Donc, alors que eux, c'est le propre de l'ADN de Rado? Presque oui, je dirais, parce que Rado, c'est une marque jeune. La marque Rado est jeune, même si l'entreprise est de 1917. Mais la marque proprement dite, elle est juste après la Seconde Guerre mondiale. Premier modèle vraiment connu, la Seahorse, c'est 57. Donc voilà, eux, ils expérimentent déjà des matériaux innovants dès 62. Je veux dire, on a presque l'impression qu'ils sont en avance. Ils sont en avance sur tous les autres, quoi. Est-ce que ça leur a porté chance, les amis? Probablement dans les années 60. Et puis après, je crois qu'on va voir un petit peu le modèle peut-être plus, pas plus emblématique de la marque, mais qui a fait son succès dans les années 80-90. Tu nous en parleras tout à l'heure. Ça montre bien que l'histoire horlogère, elle est quand même faite de haut et de bas. Parfois, c'est l'autoroute, les amis, puis parfois, c'est quand même la route des crêtes. Plus difficile. Mais justement, celle-là, toi, ce qui t'intéressait, c'est que tu y as vu, et quand on la regarde comme ça, on voit bien que la lunette n'est pas dans le même matériau que le boîtier. Ça m'a plu. Ouais, mais justement, donc c'est ça qui te plaît, c'est-à-dire la partie matériaux, et où, forcément, le fait que ce soit une plongeuse. Elle étanche à combien, d'ailleurs? 300 mètres. 300 mètres. En fait, les deux couronnes sont vissées. Okay. En fait, ce qui m'a plu, je l'ai vu en fait en regardant des montres de plongée de base, autour vers 2010-2011. Et ce modèle, je l'avais, Rado. Rado, en fait, pour moi, ça me parle parce que quand j'étais plus jeune, adolescent, quand on parlait une fois d'une discussion en famille, ma grand-mère dit la marque de luxe par excellence en horlogerie, c'est Rado. Elle dit ça dans un repas de famille. Et alors, moi je connaissais pas.
Et c'était l'époque des Céramicas, des montres tout en céramique. Et aussi parce que c'était le sponsor de Roland Garros à l'époque et que ma grand-mère allait souvent à Roland Garros. Donc j'imagine que ça lui parlait. Ouais. Et du coup, voilà, j'étais jeune adolescent, donc j'en suis resté là. Puis quand, après, en m'intéressant aux montres, j'ai vu qu'il y avait une plongeuse Rado, donc celle-ci, voilà, j'avais ce modèle en tête. Et puis j'ai attendu plus de 10 ans Avant d'y aller. Avant d'y aller sur celle-là. Ouais, rappelle-moi, ta Eterna Conti, elle était étanche à combien? 200? 200. 200? Ouais. Ok. Tu la portes fréquemment, celle-là? Ouais, du coup, je porte pratiquement que les rados en ce moment. Tu as abandonné la Seiko, quoi. Ouais. Ah oui, mais ça, c'est les cycles, les amis. C'est pour ça que Petite Montre entre amis, le retour est là. Évidemment, tout ça c'est un cheminement. Donc, si je comprends bien, je dévisse ici la couronne à 14 heures, comme ceci. Ouais, voilà. Ouais. Et effectivement, ça me permet de tourner la lunette interne. De tourner la lunette, effectivement. Et qui est bleu, voilà. Blanc, rouge. Enfin, qui orange, est rouge, orangé et bleu et noir. Avec du blanc dans le cadran, et du coup, y a un côté bleu, blanc, rouge aussi. Oui, alors bleu, blanc, rouge, là, je sais pas, je le vois pas personnellement, mais en tout cas. Ouais, mais moi, ça m'avait marqué. Ça t'avait marqué, ouais, parce qu'en fait, il y a trois déclinaisons de ce modèle. Il y en a une cadran bleu et noir, une cadran noir et vert. D'ailleurs, je me disais, est-ce que je prends la verte, est-ce que je prends celle-là? Et du coup, je suis allé sur celle-là. Ouais. En tout cas, ce qui est clair, c'est que en termes de look, à tout point de vue, boîtier, matériaux, lunettes, fonctionnement de la lunette, ça rappelle un peu les boîtiers compresseurs et super compresseurs qui ont été déclinés par de très très nombreuses marques. Là, on a vraiment quelque chose qui est très différent de beaucoup de plongeuses. Oui, effectivement. On pourrait même se demander en fait si finalement c'est réellement une plongeuse, parce que les aiguilles, l'aiguille des minutes par exemple, tu vois, elle n'est pas proéminente comme sur une montre de plongée, on va dire, qui a vocation à être réellement utilisée. D'ailleurs, son niveau de réflexion la nuit est pas terrible. Ouais. J'étais déçu du. Bon, tu plonges pas avec, tu fais du water polo avec ou pas? Non, parce que là, là, tu mets un coup à un joueur, là c'est fini. Là, je lui casse les dents. Vu la résistance de la lunette. Ouais. Si tu devais la résumer en un adjectif, celle-ci, ce serait quoi? Je dirais spatial. Spatial? Ouais. Ah ouais? Spatial. L'espace, c'est quand même l'opposé de la mer, hein? Ouais, mais je sais pas, c'est sa lunette là, je me dis c'est une soucoupe volante quoi. Ah, c'est vrai qu'on a le sentiment d'avoir une sorte de vaisseau qui est posé sur la montre comme ça, avec une gravure Rado à 9 heures. C'est une montre vraiment qui est extrêmement clivante dans son approche. Oui. Avec je pense que soit on aime pas. Ouais, avec un bracelet très particulier aussi. Ouais, il est inversé par rapport à ce qui se fait, c'est-à-dire brillant sur les côtés et mat et brossé sur le centre. C'est ça. Mais on pourrait penser que le maillon du centre qui est brossé, et au-delà d'être brossé, il est dans un matériau différent. Un peu comme si c'était du titane entre guillemets, parce qu'il est plus légèrement gris, couleur sable. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et par contre, si tu regardes le fermoir, il est en titane. Ah oui, pour le coup, voilà. Et ça, je crois que c'est la seule marque qui fait ça. C'est-à-dire qu'elle mélange les matériaux. C'est une marque qui aime mélanger les matériaux. Eh oui, Rado, titanium, tout à fait. C'est étonnant de mettre carbure de tungstène sur lunettes et titane sur... Franchement, les amis, on se régale parce qu'évidemment, moi je sais déjà les modèles qu'il va nous montrer. Et là, il y a une diversité chez Rado, tout en ayant une ligne directrice, dans de nombreux cas, si ce n'est tout le temps, sur justement cette utilisation de matériaux à l'époque. Évidemment, là, on est sur une montre de quelle année? 2010, 2011, okay. 2012. Ok. Alors ça, c'est la première des Rado. Là, on est vraiment sur une aventure, sur une marque, une sorte de verticale. Qu'est-ce que tu as amené d'autre? Tiens, je te la rends celle-là. Alors du coup, je t'ai ramené... Tiens, je te rends la tienne. Ouais. Très beau bracelet intégré. Pas mal, ouais.
Je t'ai ramené son aîné, Oui, l'aîné de celle-là. oui. Donc c'est la Diastar originale, enfin, c'est-à-dire la première Diastar qui est sortie en 62. C'est pas un modèle de 62, je pense. Ça, c'est une réédition, tu penses? Non. Non? Non, C'est quelle année alors? Ben, elle est à partir de 62 et après je ne sais pas. Ok, Je ne sais pas ok, ça marche. Donc là, spontanément et rapidement, on voit tout de suite la même approche de boîtier. Oui, dans carbure de tungstène. Voilà, donc la lunette est en carbure de tungstène et la partie en dessous, le boîtier, Acier. lui, il est en quoi? Les deux? Acier. Acier, voilà, c'est ça. Donc là, on est vraiment... Même chose que celle-là. C'est la même chose, sauf que là, on Plus est petite. Ouais, la première, on était en combien? La première, c'est 39 dans ce sens-là et 46 en hauteur. Et là, on est en 36 en largeur? Oui, je crois. Quelque chose comme ça? 36, 37. Ouais. Et elle a comme caractéristique un truc qui se faisait beaucoup dans les amis, dans les 70s. Il y a beaucoup de Seiko comme ça, etc. C'est qu'on a un superbe verre facetté. Ça félicite pas la lecture de l'heure Non, quand même. c'est vrai, hein. c'est vrai, ça fait un bijou. Mais en plus, quand je l'ai acheté, je ne savais pas que le verre de cette montre était facetté. Ouais, tu l'avais pas vu. Et c'est un saphir, verre saphir, et c'est peut-être la première marque à proposer un saphir en verre. Sachant qu'il est un peu cheminé, comme ça, il ressort ici. Oui, non, mais bien sûr. Ça fait un peu, il y a un côté diamant. Ouais. Diamant fasté sur ce verre. Tout à fait. Donc, tout à fait. Qui est le propre des tailleurs de pierre, justement, qui travaille sur le facettage d'un diamant, d'une émeraude ou quoi que ce soit, qui sert à sublimer la pierre pour pouvoir capter toute sa profondeur avec les reflets et la lumière. Et la lumière. Et du coup, ce qui est étonnant, c'est que cette montre, c'est considéré comme quand même une plongeuse. Ouais. Parce qu'elle est étanche à 220 mètres. Ouais. Mais en même temps, ils mettent un verre un peu bijou. Donc, ils vous laissent démarquer, je pense, de la concurrence. Un verre bijou, avoir leur propre style. Oui, c'était leur style, leur ADN. Après, c'est difficile. Il y a un truc que je remarque, j'ai pas vu tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a le logo. Il y a un symbole avec cercle rouge et une encre à l'intérieur. Oui, d'ailleurs, qu'il y a sur celle-ci aussi. Ouais. Donc là, il est à midi et là, il est à 6 heures. Oui, mais l'encre, ou alors je suis trahi par mes yeux et mes souvenirs, l'encre n'est pas orientée de la même façon. Et alors celle-là est tournante, elle tourne celle-là. Alors je vais t'expliquer, parce que ça c'est intéressant. Ok, là c'est ça que j'avais pas compris. Là l'encre tourne. Tourne, ok, alors que là elle tourne pas. Là elle tourne pas. Ok, mais là l'encre elle est orientée, vous le verrez les amis sur les images, l'encre est orientée on va dire à 14 heures. Ouais. Voilà, elle pointe, ou alors elle pointe vers l'est, comme vous voulez. C'est toujours comme ça sur une rado? Ou alors quand c'est pas comme ça, c'est parce qu'elle tourne? C'est ça. Je crois que c'est vers 14h quand elle tourne pas. Je crois. Oui. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une invention, cette encre. Tout le monde pense que c'est une décoration. Oui. En fait, c'est une invention de la marque. Oui. C'est la seule qui fait ça. C'est-à-dire que l'encre tourne quand le mouvement est lubrifié. Il y a une lubrification à l'intérieur de l'encre. Et quand la lubrification sèche, quand les encres sèchent, l'encre ne tourne plus et ça signifie qu'il faut aller faire réviser sa montre. C'est un brevet déposé par la marque. Waouh! Tu te souviens de l'époque? Tu sais quand est-ce que ça a été déposé, ça? Du coup, Donc ça a été utilisé à une époque où on était vraiment dans un monde de montres mécaniques. Mais dans les années 60. Bien sûr. Intéressant comme mécanique. Donc là, on a aussi quelque chose, alors pour le coup, que j'aime pas. Je ne suis pas un grand fan des Dead, j'en ai déjà parlé, mais ça on s'en fout, etc. C'est juste pour te faire parler sur le sujet. Là, nous avons une Dead 8 avec un affichage vertical. Oui. Ouais, ça, t'aimes bien ça? Ouais, ça me dérange pas. Ça te gêne pas? Je trouve que ça lui va bien. Ça lui va bien, ça fait quelque chose d'original? Ouais, moi j'aime bien et c'est même pratique d'avoir le jour. Moi, je suis pas un anti-date. Je me dis pas ce modèle, il faut absolument qu'il n'y ait pas la date, quoi. Et voilà. Moi, la plupart de mes montres ont la date et ça me va bien. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un modèle qui a des index. Et alors ça a été compliqué à trouver parce que c'est une montre qui est souvent présentée avec des index diamants. Oui. Faux diamants, enfin.
Oui. Zirconium, j'imagine. Oui. Et moi, je voulais absolument des index bâtons. Enfin, ils sont en relief, mais Les index en applique. en applique. Ouais. Bâtons en applique. Ouais. Ils sont. Alors là, pour le coup, c'est vraiment très 70s, comme si c'était des ergots tout à fait. proéminents. C'est vrai que c'est une petite montre. Alors, elle diffère quand même de la première que tu nous as montrée, puisque là, on a. C'est un boîtier sans anse. Puisque ou en tout cas elles sont intégrées dans le boîtier, là où celle-ci là il y a un maillon articulé un petit peu, exactement qui est présent dessus. C'est drôle parce que là on voit bien qu'on est sur un modèle plus ancien avec un fond de boîte vissé très travaillé. Avec des hippocampes en volume, exactement, avec des hippocampes qui de fait rappellent la Seahorse. Où de mémoire, sur le cadran, tu avais deux hippocampes, deux seahorse en anglais, qui se regardent. Ouais, mais il y a ça sur tous les... Oui, fond de boîte, mais je te parle, moi, sur le cadran. Ah oui, mais sur de nombreux modèles, il y a ça sous le cadran, enfin le fond, et il y a marqué Water Sealed, S-E-A-L-E-D, qui veut dire, en fait, j'ai regardé, traduction exacte, sealed, c'est scellé. C'est scellé, voilà. Ouais. C'est scellé à l'eau. Ah oui. Ouais, scellé contre l'eau plutôt. Est-ce que c'est pas une façon d'exprimer qu'elle est étanche. Elle est étanche. Ouais, mais c'est leur formulation. C'est leur formulation. En fait, il n'y a que qui utilisent cette formulation. Ok. Voilà. Ok. En tout cas, on voit trois hippocampes qui sont là-dessous et on voit bien la gravure Diastar. Celle-là, tu l'as achetée il y a combien de temps? Je l'ai acheté avant celle-là. Ok, mais bon, il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Ah oui, donc tu es devenu un maboule de radeau assez récemment. Quoi. C'est ça. Il fait jamais les trucs à moitié, Olivier. Quand il se jette sur quelque chose, je veux dire, il va jusqu'au bout. Pas forcément, mais sur cette marque-là, c'est vrai que très sympa. Et ce qui est un petit peu paradoxal quand même, c'est que celle-ci est antérieure à celle que tu as là, mais on pourrait imaginer qu'elle est quand même pas si ancienne que ça. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que en fait, elle reprend le look des premières Diastar. On voit quelques publicités. C'est la Diastar originale. Oui, d'accord, mais elle a été fabriquée pas dans les années 60, celle-là. En fait, j'en sais rien, peut-être que si, mais je sais pas. Ouais, mais alors pourquoi je dis ça? Moi, j'en sais rien non plus. Oui. Je dis juste que cette approche c'est moderne. Facettée, moderne, limite bijou, c'est une période plutôt fin 70-80 de chez Rado, les amis. Et justement... Et d'ailleurs, je trouve que du coup, c'est comme s'ils avaient renversé la table dans les années 60. Ouais. Alors, sur le site, les amis, de Rado, vous avez exactement 270 modèles. Je suis allé regarder, c'est incroyable. Je les ai comptés. Il y a 270 modèles différents. Alors, parfois, c'est des déclinaisons de couleurs. Chose intéressante, il n'y en a que 30% qui sont à quartz. Tu vois ? Sinon, toutes les autres sont automatiques ou à remontage manuel. Voilà, donc des montres mécaniques. Tu as en tête l'écart de prix? La moins chère et la plus chère? Non. Non? Non, mais je trouve ça dingue, c'est toutes ces déclinaisons, dont la lunette carbure de tungstène dorée, qui fait qu'en fait, tu as une montre dorée bling-bling, inrayable. Et alors ça, en Inde, ça cartonne. Ah oui, et là on y vient justement. Bien sûr. En Asie, bien sûr, c'est la folie. C'est la folie. Gamme de prix, 450 à 6 000 euros. Ouais. Et effectivement, historiquement, ça c'est lié au développement commercial, c'est lié à l'attrait de cultures qui sont différentes de on va dire la culture occidentale, etc. Mais Rado a toujours eu de grosses parts de marché dans les pays asiatiques, au Moyen-Orient, etc. Tout à fait. Et justement, avec cette approche qui parfois peut générer de l'ambiguïté, je pense qu'on en parlera au travers des autres modèles que tu vas nous montrer maintenant, où on est à la frontière de finalement ce qui est très tendance aujourd'hui, plutôt les tool watch, les montres ou les marques avec un ADN sportif, historique, etc. Ça c'est plutôt pour l'Europe, je dirais. Voilà. Et par contre, en Inde, en Pakistan, j'ai envie de dire entre guillemets, c'est une montre un peu Bollywood.
Ouais. et qui montre qu'on a réussi socialement. Il y a un côté Il faut un que peu ça comme brille, je pense. Faut que ça que brille, ça flash, voilà. etc. Et c'est en ce sens où celle-là, elle est un peu entre les deux. Oui. Et c'est là où je me dis qu'elle n'est pas forcément d'époque des années 60. Et c'est pour ça que je voulais pas les index diamants, parce que ça faisait trop justement ce côté bling bling. Ça marche. Et juste pour finir, l'égérie actuelle de Rado, c'est un acteur de Bollywood très connu, indien. Ouais. Bah, j'ai regardé, les amis, la liste de tous leurs ambassadeurs. Le seul nom que j'ai réussi à retenir, c'est cette jeune joueuse australienne qui vient de partir à la retraite, Ashley Barty, de mémoire. Sinon, et c'est plus difficile parce que là on est dans des noms qui sont compliqués pour nous, etc. Il y a principalement des Asiatiques, des Indiens, etc. Parce que c'est le marché sur lequel Rado est fort historiquement, et ça explique aussi, quand il y a une nouvelle collection qui sort, pourquoi elle est plutôt comme ci, comme ça, les couleurs, les phases de lune, les trucs ou pas, etc. Parce qu'à un moment ou un autre, il faut quand même faire des montres sur les marchés où on est fort, quoi. Exactement. Alors, la troisième que tu nous montres, c'est laquelle? Tiens, je te rends celle-là. Oui. Alors, la troisième que je vais te montrer, c'est une montre de 1984, qui est sortie en 84. Ouais. Et c'est une Diastar. Mais alors, voilà le... Donc, c'est encore une Diastar. Voilà ce qui est devenu Diastar, en fait. Ah, ouais. Montre à quartz, ultra plate. Comment elle s'appelle, celle-là? Alors, c'est une Anatome. Anatome, c'est ça. Anatome du nom anatomique, qui épouse le bracelet. Le poignet anatomiquement. Ouais. J'aime beaucoup cette montre. Alors ça, c'est vraiment intéressant, les amis, parce que je vais te chauffer un petit peu. Il a vraiment un tout petit poignet, je ne peux plus le respirer. C'est, pour moi, une Rado, c'est ça. Oui. Voilà. C'est une montre. Je vois ce que tu veux dire. C'est une montre que je qualifierais d'unisexe, et c'est pour ça que j'ai amené celle-là. C'est-à-dire, ce sont plutôt des plus petits formats. Là, on est sur une montre rectangulaire. Ils en ont fait des comme ça, des rondes. Et j'ai le même souvenir que toi. Roland Garros, toute cette époque, etc. Ça, c'est la pré-céramica, on peut dire. Exact. Ouais, alors je sais pas. Avec bracelet acier, donc avec alternance doré-acier. Le verre qui est courbé, le verre saphir qui est courbé légèrement, comme de manière anatomique, qui épouse le poignet. Et la boîte qui est aussi légèrement courbée et extra plate. Et ça avait un succès de folie, ça, alors, à l'époque. Moi, je ne m'intéressais pas aux montres à cette époque, donc je ne sais pas si ça cartonnait. S'ils étaient partenaires sur les bâches de Roland Garros, c'est que ça marchait bien. C'est qu'ils avaient des moyens. En fait, là, ils étaient dans le game, quoi, à fond. C'était vraiment leur âge d'or, j'imagine. Mais ça veut dire, les amis, vous voyez bien qu'il y a 40 ans, l'histoire de oui, mais la Submariner, la Seamaster 300, le truc, la Daytona, etc., on était dans un autre monde. C'est que là, il y avait plus besoin d'avoir une montre qui est flashy, qui est ambiguë pour moi, dans le sens où ça va chercher sur, certes, les matériaux, mais ça va plutôt dans la logique du bijou que dans la logique d'une montre pour vous donner l'heure. Et dans les années 80, l'électronique existait. Les montres à quartz existaient, les montres digitales faisaient encore un tabac, avec les montres à LED, etc. C'était le début du quartz digital LCD également. C'était oui. Tu vois ? En 84, oui. Ouais. Donc ça, c'était un peu aussi, c'est comme ça que je l'interprète moi, la contre-mesure à ce déferlement d'électronique pas chère, digitale, gadget. Et là, on était dans la montre, le bijou. Voilà. Et comme moi, ça ne me parle pas le bijou, j'ai toujours eu du mal avec Rado. Moi aussi. Tu vois ? Moi aussi. Alors comment on arrive ? Donne-moi la pilule pour que j'arrête d'avoir du mal avec Rado, tu vois, pour pouvoir me dire, mais non, mais en fait, c'est une trajectoire qui est différente. Ils ont surfé sur leur ADN de matériaux qui peuvent faire penser à des bijoux, à quelque chose de luxueux, parce que ça brille, parce que ça scintille, ça très design, etc. Très design. Ouais, et très design. Voilà. Donc toi, comment tu fais cohabiter ça ? Comment tu fais en fait, moi, Dark Vador avec la Schtroumpfette ? Je les porte pas pour les mêmes occasions déjà. Ah, tu les portes pas en même temps déjà ? Non, mais je veux dire, ça tu vois, c'est plus une dress watch. Ouais, bien sûr. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi,
Je ne sais pas comment vont réagir les internautes et toi, mais... On va lui envoyer des saucisses, les amis, ou des tomates, si ça nous plaît pas. Pour moi, c'est ma Patek Philippe, ma Royal Oak, tu vois. Bracelet intégré. Ben pourquoi pas, voilà. Attends, écoute, mais ce qui compte, les amis, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il a envie. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez bien évidemment lui dire. Tu l'as acheté pareil il y a quelques mois, celle-là. Ouais. Là, Paul nous a parlé de bracelet intégré, ce qui est un peu le cas de la deuxième Diastar que tu nous as montré tout à l'heure. C'est pas un bracelet intégré, mais il n'y a pas de anse, donc techniquement c'est pas la même chose, mais on n'est pas loin. Tout est très carré là, tu vois. Tout est très carré, donc pour moi c'est une sorte de saut dans la modernité, tu vois, des années 80. Quoi. Tu finis les années 70 avec les courbes et tout, là c'est le carré. Alors moi ce que j'aime dans cette montre par rapport à la Ceramica, c'est pour ça que j'ai pris celle-là, c'est qu'en fait elle est carrée, mais il y a un décroché. Il y a un décroché qui vient comme ça, en bracelet intégré doux. Oui, alors que la bracelet... la Ceramica, elle est droite, ça fait un manchon, quoi. Un petit manchon, et j'aime moins. Ouais. Alors moi, ça m'évoque autre chose, vous me direz les amis, après c'est peut-être mes souvenirs qui me trahissent, etc. Mais je confondais deux marques à l'époque, c'était Rado et Hublot, l'ancienne Hublot. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, Hublot, c'était un modèle d'une marque qui s'appelait MDM, pas MDR les amis, MDM, montre de montre, montre des montres. Hein. C'était un Italien, Marco Crocco, qui avait lancé ça, et qui était, alors, avec une approche de matériaux, lui c'était le positionnement montre de luxe, mais pas sur la logique du calibre, mais montre de luxe sur lequel je le projette dans une sorte de modernité avec l'utilisation du caoutchouc. Et donc c'est l'apparition de ces MDM Hublot, comme une Hublot classique d'aujourd'hui, mais qui était plus petite, plus plate, à quartz et avec un bracelet rubber. Et pour moi, Rado et Hublot, en fait, c'était la même chose, c'est-à-dire des montres trop sophistiquées, trop unisexes, trop bijoux, trop efféminées dans ce qui m'intéressait à l'époque. Et c'est vrai que là, on voit bien que c'est une montre qu'on pourrait qualifier d'unisexe, c'est-à-dire que n'importe qui, à n'importe quel âge, peut la porter. Elle est un peu dorée, etc. Donc peut-être pour quelqu'un de plus jeune, c'est peut-être plus difficile. J'en sais rien en fait. Mais c'est juste pour dire que dans mon esprit, Hublot et Rado, c'est la même chose. Évidemment, c'est pas le Hublot d'aujourd'hui. Alors que pour moi, c'est pas du tout la même chose. Parce que moi, Hublot, j'ai découvert ça dans une boutique de montres à Toulouse. Comme ça, je suis tombé devant une vitrine, j'ai vu Hublot. Mais il y a combien de temps il y a une dizaine d'années peut-être. Et tout était gros et rond. Pour moi, tout était gros et rond. Je trouvais qu'elles se ressemblaient toutes. Et je trouvais qu'elles étaient très chères. Donc pour moi, Rado et Hublot, pour moi, c'est très différent. Elle est passionnante cette conversation, les amis. Je suis ravi de l'avoir avec toi, Olivier, parce que tu vois bien que là, toi, tu parles de Hublot d'il y a 10 ans. On est en 2022, 2012. Ça avait été déjà repris par Jean-Claude Biver, complètement transformé, et la Big Bang était déjà apparue. Donc aujourd'hui, Hublot, sponsor de l'UEFA, de la Ligue des Champions, plutôt des grosses montres, plutôt des montres avec beaucoup de technologie au sens des matériaux, etc., mais plutôt des grosses montres. Au départ, le modèle Hublot de chez MDM, c'était pas du tout ça. Oui, je vois comment c'est. C'était pas du tout ça. C'était vraiment plutôt l'élégance, la simplicité et une belle ligne. Et c'est ça. Une Rado Anatome, simple, superbe ligne, très travaillée, un bijou. Avec tu vois, le verre qui effleure, c'est-à-dire qui vient comme ça sur le boîtier. C'est unique, ça. Très clairement, très clairement. Et on retrouve la même approche en termes de lunettes que sur les deux modèles précédents que tu nous as montrés. C'est-à-dire regarde, tu vois bien que tu as la lunette qui est posée dessus. Affleurante, voilà, comme sur les deux autres. Pourquoi je le branche sur Hublot? Parce que je savais bien, je me doutais qu'il allait me dire « Ouais, mais Hublot, en fait, c'est pas ça, c'est plus gros, ces trucs, etc. » Parce qu'on n'en a pas terminé avec Rado, les amis. C'est qu'il en a une quatrième. La fameuse... Captain Cook. Eh oui. Donc en fait, Rado, c'est une histoire de matériaux, d'innovation pour arriver pour moi à la période de gloire de Rado qui était ça, où il continue à surfer dessus avec les différentes collections, comment elle s'appelle, celle qui est déclinée de plusieurs couleurs, True Line, c'est ça, avec le Corbusier, là, etc. Vous regarderez sur leur coloré. site. Voilà, c'est intéressant. En céramique, tout en Et de l'autre côté,
la Captain Cook que tu as amenée. Oui. Tiens. Merci. Qui, elle, pour le coup, est vraiment positionnée historiquement, sortie en quelle année? Alors celle-là, c'est la MK2. Ouais. Elle est sortie entre 67 et 73. Ouais. Et la première. Sachant que la première Captain Cook, qui est très 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 ressemblante à l'actuelle Captain Cook, est sortie en 62. Voilà. C'est-à-dire la même année que la première Diastar. Voilà. Donc une montre vraiment de plongée. Oui. Voilà. Sachant que celle-là, elle est étanche 500 mètres. Celle-ci? 500 mètres. Celle-ci? Celle-ci. Waouh! 500 mètres. Donc on a le fond de boîte Rado avec 2 hippocampes et pas 3. Hein. Tout à l'heure, il y en avait 3. Ouais. Water sealed. Ouais. Moi, ce que j'adore, c'est le verre cheminé. Le verre cheminé. Effectivement. Très sympa. Très épais, qui contribue à l'étanchéité et la résistance à la pression. Hein, tout à fait. Pour 500 mètres, il faut quand même avoir un bon verre. Et il y a le petit logo de l'encre qui est gravé dans le verre comme Omega grave sévère. Écoute, je vois quelque chose, je ne sais pas si c'est ça, mais bien évidemment, j'ai regardé je te crois. Et pour le coup, la première chose que j'ai faite, puisqu'il me l'a dit, c'est qu'effectivement, la petite encre bouge. Oui. Donc ça veut dire que la montre d'Olivier, les amis, est bien lubrifiée. Alors, comment ça fonctionne? J'imagine que ta lunette ici, à 3 heures, tu règles classiquement le mouvement, et en dessous, tu règles la lunette interne. Non, c'est inversé du coup. C'est inversé? Ouais, d'ailleurs, je trouve que c'est un peu un défaut, parce que normalement, pour la préhension, tu vois, c'est pas pratique de régler l'heure, sachant qu'il n'y a pas de date rapide. Mais je pense que à l'époque, ils se sont dit, le plongeur, il doit avoir une couronne. C'est pas vissé là. Non, le plongeur, il doit avoir une couronne pratique pour régler la lunette interne. Ouais. Et ça, il n'a pas besoin d'y toucher puisque c'est une auto. Une automatique. Je me dis qu'ils ont pensé ça comme ça. J'aurais envie de te dire que moi, je me dis justement tout l'inverse, c'est dans le sens où c'est une connerie. C'est-à-dire que ton risque à toi, quand tu plonges, d'accord, c'est que lié à un choc, lié à tu es en train de mettre ton matos, quelqu'un qui t'aide avec ton bloc, ta stable, tu plonges, tu es pris dans un truc, etc. Un coup de palme, le risque, c'est pas que ça te change d'heure, parce que changer d'heure. C'est que ça tourne la lunette interne. Que ça tourne la lunette. Donc là, ce que je veux dire, là, tu te dis waouh. Alors que pour changer l'heure, j'imagine, là, tu tires la couronne. Effectivement, tu tires la couronne et tu changes l'heure. C'est comme ça, elle est conçue comme ça. Non, mais ça c'est de toute façon intéressant. Personnellement, les amis, moi j'aime beaucoup cette logique de lunettes tournantes à l'intérieur. Il y a un côté super compresseur. Ouais, c'est sympa. Mais un peu différente quand même. C'est avec sympa. Un boîtier coussin. Ouais. Alors visuellement, j'ai le sentiment que l'aiguille des minutes est plus large que l'aiguille des heures. Peut-être. Ouais. Ce qui, pour le coup, c'est même sûr, contribue au fait que tu ne peux pas confondre les deux aiguilles et que il y en a une qui est un peu... Le Luminova est un peu en pointe, comme ça, fini en pointe. Ça te permet elle est rectangulaire. De bien déterminer ton temps de plongée. Ouais. Et puis, on a une pointe de la trotteuse proéminente qui, justement, te permet de t'assurer que ta montre fonctionne sous l'eau. C'est ça. Ouais. Là où je suis étonné d'un truc... Olivier, c'est que étanche à 500 mètres, avec ici une couronne non vissée, lunettes internes, je ne sais pas trop comment ils gèrent l'étanchéité de leur truc. C'est ce qu'il y a inscrit sur les pubs d'époque. Mais d'ailleurs, je t'enverrai ça. Avec grand plaisir. On les fera défiler, les amis, comme ça, on verra tout ça. C'est quand même une marque... qui est quand même assez lunaire, parce que tu as donc le premier modèle que tu nous as montré, qui est une montre... l'original Diver 300. Voilà, comme tu l'as dit, spatiale dans son look, c'est-à-dire qu'on est un peu dans une sorte de vision d'une soucoupe volante telle qu'on pouvait l'imaginer dans les années 70, entre guillemets. Et on va jusqu'à ta Rado Anatome. Après, il y a eu l'intégrale, il y en a eu différentes, etc. Où là, on est sur des modèles qui sont complètement différents. Donc aujourd'hui, si vous allez, les amis, sur le site de Rado, vous verrez,
fait, qu'il y a un petit peu de tout. Ouais. Et c'est une bonne chose, ça, ou c'est pas une bonne chose qu'il y ait un petit peu de tout? Bah, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Bah, bien sûr, ça les donne, amis, ça donne, c'est le, génial. ça donne Eh le oui. choix aux collectionneurs de choisir ce qu'ils aiment. Ouais. Et en fait, Rado aime travailler avec des designers. Ouais. Et donc, il y a des propositions de designers et ça me plaît. Ouais. Ça me plaît. Bah, c'est clair que c'est pas évident. C'est-à-dire que finalement, dans toute l'histoire de la marque Rado, qui est récente, après l'entité, on va dire, juridique, elle a plus de 100 ans, 1917, hein, c'est ça. Oui. La famille Sloop, C'est ça. c'est ça. En Suisse, une marque dont le nom est assez récent, qui a démarré avec les champions du matériau, qui a sorti des plongeuses, qui est devenue très connue avec des montres plutôt unisexes, extra plates, plutôt orientées vers le bijou. Voilà, c'est un bel objet. Le reste n'a pas beaucoup d'importance. Et puis aujourd'hui, ils essayent de revenir avec leur Captain Cook, C'est ça. avec la fameuse aiguille très caractéristique, l'aiguille des heures, Qui est très en flèche comme ça, Ouais, une grande flèche. qui est très évasée. Ouais. Et j'ai envie de te dire, en fait, c'est comme, pour moi, dans mon esprit, c'est comme si Rado avait retourné la table par ses innovations. Renversée, tu veux Renversée. dire. Ouais. J'ai dit quoi? Retournée. Ah, pardon. Et ça revient au même. Hein. Ça revient. La vaisselle est cassée, les amis. Hein. Renversé comme ça. Et du coup, pour moi, ils avaient un temps d'avance. Ouais. Puis, et je ne sais pas ce qui a pu se passer dans l'histoire qui fait que elle est devenue un peu... soit elle s'est un peu endormie, ou soit il y a eu un truc. Alors j'ai lu un très bon article sur Internet d'un Américain, je ne me rappelle plus son prénom, ou d'un Australien, Ouais. qui parlait du marketing, qui disait qu'est-ce que représente Rado pour moi? Qu'est-ce qui fait que je pourrais acheter une Rado? Et il présente la MK2, donc réédition. Et en fait, lui, il se dit, est-ce que ça ne viendrait pas du marketing Rado qui, à un moment, peut-être, n'a pas convaincu les clients par rapport à d'autres marques? Quel marketing, par exemple? Eh ben, tout ce qui est affiche, je dirais, tout ce qui est affiche, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc du coup, tout était affiché dans les rues, dans les magazines. Et en regardant, du coup, ça m'a intéressé ce point de vue, et je suis allé un peu creuser quelles étaient les pubs Rado de l'époque. Et j'ai fait le parallèle avec un souvenir. C'est que quand j'étais ado, qu'est-ce que j'avais accroché sur mes murs? J'avais la campagne Tag Heuer dans les années 90, du nageur qui est poursuivi, Un requin. qui va plus vite que les requins, Ouais, bien sûr. ou un athlète Don't crack under pressure. voilà, Ouais. ou un athlète qui saute une lame de rasoir, qui fait qu'il saute plus haut. Et je me suis dit, effectivement, le marketing peut... Je me dis, voilà, ça me donne envie d'acheter une Tag Heuer. Et pourtant, les montres sur la campagne de pub ne me subjuguaient pas, mais les pubs me subjuguaient. Non, mais le message te parlait. Voilà. Ouais, et ben. Et du coup, je me dis, est-ce que Rado, ça peut être peut-être l'inverse, c'est-à-dire des montres intéressantes, mais avec une sorte de marketing qui peut-être... je ne veux pas être méchant, mais peut-être pas en phase avec son époque, ou peut-être que ses choix sont discutables. Ouais. Moi, je pense, Olivier, qu'il y a plein de choses là-dedans. D'abord, avec le parallèle que tu fais, pour le coup, Tag Heuer est une marque que j'aime beaucoup. Ben, c'est pour ça, du coup, je voulais te parler de ça. Et puis, j'ai beaucoup creusé toutes ces histoires-là, etc. Ouais. Les marques ne peuvent pas renier leur passé. Et souvent, elles font justement tout l'opposé, elles ont raison. C'est de le valoriser et d'expliquer qu'elles étaient là avant tout le monde. Hein. On était là avant vous, etc. Et donc, on fait des montres depuis tellement longtemps que nous, on en sait faire. Je veux dire, et le passé de Rado, ils ne peuvent pas le renier et il est compliqué. Et il est compliqué parce qu'en fait, c'est la carpe et le lapin. C'est-à-dire que c'est la Captain Cook montre de plongée, Captain Cook, bien connu, grand explorateur britannique de mémoire. Oui. Et puis de l'autre côté, des montres comme la Tahanatome qui, à partir des années 2000,
2000, etc. Au moment où réellement le repositionnement de l'horlogerie en tant qu'un truc d'artisan où on fabrique des mouvements, etc. Waouh. Et où on va piocher dans le passé. Non, mais c'est devenu affreux. C'est devenu complètement décalé. Alors qu'on y revient maintenant à ce type de montre très épurée, habillée, etc. Donc en fait, il y a des hauts et il y a des bas. L'autre raison que je vois sur le fait que c'est pas simple, c'est que ER est passé chez Piaget à un moment, a changé de main plusieurs fois, a été racheté par TAG, un groupe industriel dans l'aéronautique et l'automobile, et a réaccéléré et s'est réancré dans l'ADN historique de la chronométrie et de l'automobile d'ER. D'accord ? Et puis en y mettant des moyens colossaux, en allant chercher une agence qui était CLM BBDO à l'époque, qui a fait une campagne absolument magnifique. Alors que Rado, Rado, ils ont été en difficulté dès la crise du quartz, année après année. Ils ont été intégrés dans la holding Asuag, qui a été intégré après dans SMH, qui est devenu le Swatch Group. C'est ça. Et donc, là où TAG ER a été revendu par LVMH, et LVMH est un petit groupe horloger avec quelques marques, et ben là, quand on fait partie du groupe Swatch, où il y a plus d'une vingtaine de marques, c'est difficile. C'est plus dilué. Donc Rado, je pense, est positionné dans l'entrée de segment du Swatch Group. Peut-être moyen. Entrée moyen, avec peut-être Tissot en dessous, Longines au-dessus, Omega au-dessus. On dit que c'est au même niveau que Longines. Mais voilà, mais donc au final, c'est pas simplement leur stratégie à eux et leurs moyens, c'est qu'il faut que ça corresponde aux marques. Et c'est vrai que quand vous allez sur leur site, d'où ce que je disais tout à l'heure, premier prix 450 €, prix le plus cher, plus de 6 000. Pour des montres qui ne sont ni en or, ni avec des diamants, etc. Et l'écart est absolument astronomique pour une marque. Il n'y a pas d'Oméga à 450 €. Il y a des Oméga beaucoup plus chers que 6 000 €. Il y a c'est des séries limitées. Il y a la Moon Swatch. Oui, la Moon Swatch, effectivement. Moi, je pense qu'il faut donner du temps au temps, les amis, et qu'il faut apprécier la marque avec tout ce qu'elle a amené. Si on est fan de matériaux, c'est super, Rado. Ah bah oui, on s'éclate. Enfin, à découvrir. Moi, je pense que si on est fan de matériaux, c'est plus intéressant d'aller sur une Rado que d'aller sur une marque suisse autre, tout aussi noble et intéressante soit-elle, et qui n'a plus rien à dire d'autre que de dire, voyez le modèle que je vous fais depuis 10 ans, bah là je l'ai sorti en troncium de céramique avec du Tantal X43. Je dis pas que c'est pas bien, que c'est pas... Tu vois, mais à un moment ou un autre, une montre, c'est un message. Je suis d'accord avec toi. C'est une bonne conclusion, ça, les amis. On s'est régalé avec Olivier qui est revenu sur la chaîne. Vous avez bien vu que ça, c'est propice à un épisode du retour, parce qu'on ne revient pas sur souvenir, Est-ce que je peux etc. Est-ce qu'on peut Bien sûr. Tu peux juste me poser la question de ma prochaine, peut-être? Ah oui. Alors, ta prochaine Rado? Pas forcément. Soit Rado, soit une Moon Swatch. Une Moon Swatch. Donc, tu as fait la queue? Ah non. Il n'a pas fait la queue. Ah non. Il n'a pas fait la queue, il a senti le truc, etc. C'est quand même une opération rocambolesque, mais je pense quand même exceptionnelle sur un point. Tu es passé dans Petite Montre entre Amis. Petite Montre entre Amis, c'est 130 épisodes et 140 qui sont enregistrés. Donc avec autant de séquences souvenirs. Et s'il y a bien un truc que moi j'ai retenu des séquences souvenirs, c'est qu'il y a toujours un rapport entre ce qu'on a aimé, ce qu'on a découvert et ce qu'on aime plus tard. Et moi, je pense que cette Moon Swatch, c'est fabuleux parce que le jeune, le touriste, l'acheteur de Swatch, un Swatch, c'est 3 millions de montres par an, d'accord ? Et ben, au lieu de partir avec un chrono lambda, entre 120 et 200 € dans une boutique, il partira avec une Moon Swatch. Et sans le savoir, il aura une petite graine Oméga pour plus tard, et rien que pour ça, je trouve ça fabuleux. Donc c'est laquelle que tu prendrais comme Moon Swatch? J'hésite. Il hésite, mais il ne veut pas nous le dire. Hein. Non, si. J'hésite entre 3 modèles. Ouais, lesquels? Celle qui a été présentée sur ta chaîne. Ouais, l'Uranus. La Mars.
Et celle qui ressemble le plus à la Moon, certainement, qui ressemble le plus à la Moonswatch. Ouais. À la Moonwatch. Écoute, ce qu'il faut espérer, je salue d'ailleurs François, hein, tu as vu le carton que ça fait cette vidéo, c'est absolument incroyable, comme quoi quand certains me disent mais les montres, tout le monde s'en fout, franchement, il y a eu un bins et un buzz mondial digne du lancement d'un iPhone. C'est vrai. Pour une montre en plastoc, Ouais. en biocéramique, de trucs, ce que vous voulez. Comme quoi, l'horlogerie, ça nous parle à nous les mecs. Et ils en parlaient même dans un journal comme Le Parisien, ils disaient truc de dingue. Des queues monstres. Ouais, un truc de dingue. Donc moi qui aime bien me démarquer, là pour le coup, allez, pour une fois, je vais être un peu dans la tendance, voilà, mais sans faire la queue, quoi. Eh ben, les amis, quand il y aura des Moonswatch en boutique ou en ligne, eh ben, tu iras j'espère pour toi les essayer, puisque les quelques heureux acheteurs ne pouvaient pas les essayer ni rien. Il y avait juste les boîtes, vous choisissez et puis vous partez. Olivier, merci beaucoup. Merci Xavier. Les amis, si vous voulez participer, vous avez plusieurs solutions, mais en tout cas, pour pouvoir faire un petite montre entre amis le retour, il faut que vous soyez déjà venu une première fois. Donc on commence ensemble avec petite montre entre amis ou alors Duel Time ou d'autres programmes qu'on peut faire à distance. Vous venez sur le canapé pour participer, www.dailyshoes.fr. Vous avez bien compris, ce qui compte, c'est le client. Hein, c'est celui qui a une montre, qui l'achète, on lui a offert, c'est un cadeau. Mais c'est ça l'ADN des choses et vous nous en parlez, c'est ce que vous aimez. Tu sais ce que je préfère comme commentaire, Olivier, sur la chaîne? Ben non, vas-y, dis-moi. Et ben voilà, c'est le commentaire de quelqu'un qui dit « Oh, c'était une vidéo sur une Rado, j'aimais pas cette marque, ça me dit rien. » Et puis, comme d'habitude, j'ai regardé et à la fin, je me suis dit « Purée, c'est quand même de la balle, c'est sympa. » Je suis allé sur le site et je vais m'en prendre une. C'est ça l'idée, ça vous plaît pas. Là, vous avez quelqu'un qu'on a parlé avec sincérité. Quel commentaire je mettrais à ce message? Ben, moi je m'éclate avec les montres Rado. Il s'éclate avec les montres Rado, les amis, et il ne radote pas. Allez, bye bye.